Crime contre l'humanité. Incrimination créée en 1945 dans le statut du tribunal militaire de Nuremberg, établi par la Charte de Londres. Violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux. On me réveillait en pleine nuit, on me faisait sortir en caleçon dans la cour dehors. Il faisait très froid. L'électrocution, les coups de matraque et de câbles électriques. Je n'étais pas consentante, mais je n'ai pas eu le choix, pour moi et mes enfants. Il m'a pris de force, Les sévices sexuels il m'a amené dans la nuit. chambre, Ma il m'a femme frappé sur et le mes 4 visage, enfants il m'a ont jeté été sur tués le dans lit. le Pas eu le courage Il a fermé d'approcher la le corps porte à de mon clé. fils. ont été tués. Ce sont Je les n'ai pas autres parlé qui de tout sont ça. allés voir et qui m'ont Je ne raconté peux pas comment dormir. étaient les corps. Je vais Je repenser tenais à mon ma petit femme dans et à mes mes bras. enfants qui sont Le morts. plus grand me tenait la C'est taille. vraiment difficile. Quand on lui a donné des coups de machette. Rwanda, Syrie, Libéria, Afghanistan, Libye, République démocratique du Congo, Sri Lanka, Tchad, ex-Yougoslavie, Argentine, Ouganda, Irak, Côte d'Ivoire, Tchétchénie. Autant de pays pour lesquels des dossiers ont été ouverts par la France au titre de torture, disparition forcée, crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Le pôle Crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre a été créé au sein du tribunal de grande instance de Paris par la loi du 13 décembre 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Le pôle est composé de 3 procureurs et de 3 juges d'instruction, épaulés par 6 assistants spécialisés et 4 greffiers. Les 3 procureurs et leur équipe composent la section AC5 du parquet, sous l'autorité du procureur de la République de Paris. Le pôle dispose d'une compétence nationale, concurrente avec les juridictions locales françaises, pour les actes de torture au sens de l'article 1er de la Convention contre la torture de 1984, pour les crimes contre l'humanité incluant en droit français le crime de génocide et pour les crimes et délits de guerre. Sa compétence ressort de la nationalité française des suspects ou des victimes, mais également de la compétence quasi universelle des juridictions françaises. Dans le cadre de la compétence quasi universelle, 2 cas de figure sont possibles. Si les faits reprochés sont des actes de torture, de disparition forcée ou des crimes contre l'humanité commis au Rwanda en 1994 ou en ex-Yougoslavie au début des années 90, alors le pôle peut poursuivre un suspect étranger à la simple condition qu'il soit présent sur le territoire français au moment de l'engagement des poursuites. Pour l'ensemble des autres crimes contre l'humanité et crimes et délits de guerre, le pôle est compétent pour poursuivre les suspects étrangers si 4 conditions cumulatives sont réunies. Le suspect dispose d'une résidence habituelle en France. Il ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition. Il est possible d'établir une double incrimination avec l'état de nationalité du suspect. La Cour pénale internationale a décliné expressément sa compétence. Dans ce cas, le procureur de la République peut engager des poursuites de sa propre initiative ou suite à une plainte de victime ou d'association ayant un intérêt à agir. Aurélia Devos est vice-procureure, chef du pôle crime contre l'humanité du TGI de Paris. Quels sont les partenaires et les acteurs avec lesquels le pôle est amené à travailler ? Le pôle doit travailler avec de très nombreux acteurs, de très nombreux partenaires, assez différents, assez atypiques par rapport aux contentieux plus classiques que nous traitons par ailleurs. La dimension historique, la dimension géopolitique, les contextes sur lesquels nous travaillons nous amènent à évidemment discuter avec le monde académique, universitaire, à travailler avec les chercheurs, à nous intéresser aux différentes études. C'est un contentieux qui amène également, de par l'extranéité des dossiers sur lesquels nous travaillons et les faits qui sont souvent commis à l'étranger, à travailler avec des partenaires du ministère des Affaires étrangères, mais également du ministère des Armées. La dimension autour de l'asile et de l'immigration nous amène à travailler également avec des partenaires du ministère de l'Intérieur. Bien entendu, c'est un contentieux qui ne peut pas se traiter, se penser sans un travail très étroit avec les organisations non gouvernementales. Les ONG sont spécialisées soit dans le plaidoyer, soit dans l'apport aux procédures judiciaires. Et donc, par leur rôle très important en la matière, nous devons évidemment encourager les discussions, créer des occasions de partage, expliquer notre travail et comprendre aussi leurs sujets d'intérêt. Je crois que c'est très important de créer ce système de réseau, de partenariat, au profit bien entendu de l'action publique. Quelle est la dimension internationale du pôle et la place de la coopération internationale dans son activité quotidienne ?
C'est un contentieux qui ne peut pas se penser à l'intérieur de nos frontières, ça c'est une évidence. Bien entendu, il y a cette dimension de la présence d'auteurs, de complices hors de nos frontières, qui sont liés parfois aux mêmes crimes sur lesquels nous travaillons, et nous devons de fait travailler avec nos partenaires européens ou internationaux. Mais il n'y a pas que cette dimension. Cette dimension internationale, évidemment, elle se retrouve dans le fait que nous travaillons en réseau européen. C'est un réseau européen génocide, crime contre l'humanité qui a été créé en 2002 par le Conseil de l'Union européenne, qui regroupe l'ensemble des États de l'Union européenne, procureurs, juges, enquêteurs, qui travaillent sur ce sujet, mais également des observateurs internationaux. C'est un contentieux qui amène également à travailler avec des partenaires internationaux tels que les Nations Unies. Nous travaillons également avec d'autres types de partenaires qui peuvent être des associations internationales, et nous allons partout où nous pouvons trouver de l'information, information que nous tâchons de transformer en preuve le cas échéant. Dans les affaires traitées par le pôle, un certain nombre de preuves se situent à l'étranger. Bien entendu, il faut donc que nous allions au plus près de ces preuves pour effectuer des constatations, rencontrer des témoins, entendre des victimes et effectuer le maximum d'actes d'enquête que nous pouvons faire sur le territoire étranger. Quand nous pouvons nous déplacer sur le territoire de situation, c'est évidemment un atout pour l'enquête. Dans le cadre de ces déplacements, nous avons pu parfois entendre des témoins simultanément avec un mis en examen lors de confrontations par visioconférence. Là aussi, c'est un atout à la fois pour l'enquête et pour l'exercice du contradictoire. La coopération des États est absolument essentielle. La plupart de nos dossiers reposent sur l'entraide pénale internationale, donc nous avons besoin des autres, nous avons besoin les uns des autres. Et évidemment, s'adapter aux autres, s'adapter aux différentes cultures, s'adapter aux besoins des différents États, c'est aussi comprendre leur fonctionnement, et c'est comme cela que nous parvenons à avancer dans nos dossiers. Pour mener ces enquêtes, le pôle peut saisir des services de police ou de gendarmerie. Dans les faits, la plupart des enquêtes sont confiées à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Depuis la loi du 13 décembre 2011, le pôle dispose des mêmes pouvoirs d'enquête qu'en matière de criminalité organisée. Il s'agit notamment des techniques spéciales d'enquête ou de la garde à vue prolongée de 4 jours. La loi a également étendu aux magistrats la possibilité d'effectuer eux-mêmes des actes à l'étranger, avec l'approbation des autorités locales. À ce jour, plus de 100 dossiers sont traités par le pôle. Les mises en cause peuvent être des personnes physiques ou morales, telles que des entreprises. Dans le cadre de leur activité, les enquêteurs et magistrats sont amenés à travailler sur des faits anciens, commis dans les années 70 en Argentine par exemple, mais aussi sur des faits actuels comme en République centrafricaine ou en Syrie. Les poursuites du pôle sont fondées sur des infractions prévues par le Code pénal français, qui définit les crimes contre l'humanité depuis le 1er mars 1994 et les crimes de guerre depuis la loi du 9 août 2010. La définition de ces crimes résulte en partie d'une adaptation par le législateur français de normes juridiques internationales. François Molins est procureur de la République près le TGI de Paris. Pourquoi un pôle spécialisé a-t-il été créé en France pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre? Le traitement de ce contentieux nécessite une connaissance approfondie du droit international pénal et du droit pénal international et du droit international humanitaire, une connaissance approfondie des contextes historiques, sociologiques, politiques des régions dans lesquelles on a à intervenir, et puis enfin une connaissance approfondie, une véritable maîtrise de tous les canaux de l'entraide pénale internationale. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, le législateur effectivement a estimé qu'il était nécessaire de créer un pôle spécialisé institué au sein du parquet de Paris avec une compétence nationale. Quels ont été les apports du pôle crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre après 6 années de fonctionnement? Les avantages effectivement de cette spécialisation, on les a vus très rapidement, ils sont nombreux. Le premier, c'est que la spécialisation a permis, je crois, de mener au niveau du parquet de Paris, donc depuis le 1er janvier 2012, une politique pénale qui soit cohérente, qui soit mûrement réfléchi, qui soit adapté effectivement à l'ensemble des problématiques qui se posent dans toutes les zones géographiques du monde sur lesquelles on travaille. La spécialisation a permis aussi une réelle efficacité, puisqu'elle a permis de
traiter plus rapidement un certain nombre de dossiers, de les régler, de les audiencer. Je vous rappelle qu'il y a déjà 4 procès d'assises qui ont déjà pu être organisés. Je vois 2 autres avantages à la création du pôle spécialisé. Le premier, c'est d'avoir effectivement permis une meilleure réponse, une réponse de plus grande qualité à l'ensemble des demandes de nos partenaires étrangers, notamment à toutes les demandes qui viennent de la Cour pénale internationale, avec qui et grâce à la spécialisation, le parquet de Paris a pu développer des relations particulièrement nourries et de très grande qualité. Et puis enfin, c'est effectivement la conséquence de ma remarque précédente, la création d'un pôle spécialisé a permis au parquet de Paris et au pôle génocide, crimes de guerre, d'acquérir une véritable visibilité. Plusieurs assistants spécialisés travaillent au profit du pôle. Juristes spécialisés en droit des conflits armés et en droit international pénal, ils ont un rôle d'analyse juridique en étroite collaboration avec les magistrats. Leurs expériences passées au sein de juridictions pénales internationales, d'administration ou d'autres organismes spécialisés leur permettent d'une part de mettre à profit leur connaissance des institutions avec lesquelles le pôle travaille régulièrement, et d'autre part de maîtriser la jurisprudence internationale et de la mettre en perspective avec les dossiers traités par le pôle. Au quotidien, les assistants spécialisés effectuent des recherches sur le contexte historique et géopolitique des zones concernées. Ils travaillent à identifier les protagonistes, les différents groupes armés auxquels ils appartiennent, leurs zones d'activité, mais également leur mode opératoire. Grâce à ce travail, les magistrats peuvent appliquer les qualifications pénales les plus adaptées. Les analyses effectuées par les assistants spécialisés peuvent en outre être versées dans les dossiers judiciaires. Par ailleurs, les assistants spécialisés secondent les magistrats pour le règlement des dossiers d'information judiciaire, lors des audiences devant la cour d'assises, mais également dans le cadre de la direction d'enquête. Le Code de procédure pénale prévoit en effet qu'ils peuvent être délégués pour prêter assistance aux officiers de police judiciaire. Les assistants spécialisés du pôle prêtent ainsi leur concours aux enquêteurs lors d'auditions de témoins, d'analyse de dossiers ou d'auditions de suspects placés en garde à vue. Olivier Laurent est directeur de l'École nationale de la magistrature depuis 2016 et fut conseiller à la Cour d'appel de Paris. Vous avez présidé le procès Simbi Kangwa en 2014, premier procès d'assises mené en France contre un ressortissant rwandais du chef de génocide et crimes contre l'humanité. Avez-vous préparé cette audience différemment des procès de droit commun? C'est 800 000 morts en l'espace de 4 mois. Et donc, baigner dans un génocide, si j'ose dire, s'immerger dans des faits de génocide, de crimes contre l'humanité, pendant 4 à 6 mois, matin, midi et soir, c'est assez lourd sur le plan psychologique. Ensuite, il m'a fallu m'immerger dans un contexte historique, diplomatique, politique et géographique très particulier, dont j'ignorais tout, c'était passionnant, mais là aussi, beaucoup de choses à apprendre en peu de temps et beaucoup de choses à découvrir. Il fallait regarder, examiner, analyser la manière dont ces témoignages avaient été recueillis, ainsi que l'itinéraire de chacun des témoins pour en apprécier la crédibilité. Il m'a fallu également m'immerger dans les décisions qui avaient été rendues par la juridiction pénale internationale qui avait été créée à l'issue du génocide, le TPIR, le Tribunal pénal international, qui statuait à Arusha, et qui avait rendu un certain nombre de décisions très volumineuses. Là aussi, il a fallu les comprendre, les analyser, selon une procédure plutôt anglo-saxonne, très différente de la nôtre. Dans le même temps, il m'a fallu comprendre la manière dont la justice coutumière au Rwanda avait fonctionné, avec ces juridictions coutumières qu'on appelle les gachacha, de façon à comprendre quelle avait été aussi la réponse d'une justice transitionnelle sur place, et comment nous, cour d'assises française, citoyens français, nous allions nous situer par rapport à cette justice pénale internationale et la justice rwandaise coutumière. Depuis ce procès, vous avez pris la direction de l'École nationale de la magistrature. À votre avis, quel rôle peut et doit jouer l'ENM en matière de lutte contre les crimes internationaux? Alors tout d'abord, il s'agit de sensibiliser nos auditeurs de justice, nos futurs magistrats, à la question des crimes contre l'humanité, des crimes internationaux, parce qu'ils pourront, à un moment ou à un autre de leur parcours professionnel, confronter à ce type d'affaires. Et puis de toute façon, c'est important dans la culture d'un magistrat que de réfléchir à l'entrechoc, si je puis dire, entre l'histoire et la justice. En ce qui concerne les magistrats étrangers, nous avons gagné un certain nombre de marchés de formation de magistrats étrangers
destinés à composer les juridictions internationales, le dernier en date étant la Cour pénale spéciale pour la Centrafrique, et qui sera une juridiction pénale internationale hybride, composée à la fois de juges internationaux mais aussi de juges nationaux, et l'ENM a été chargé de la formation de ces juges nationaux centrafricains. Enfin, depuis quelques mois, nous nous inscrivons également dans une démarche active de participation au dialogue institutionnel visant à renforcer l'efficacité de la justice pénale internationale. À ce titre, nous avons organisé un séminaire de travail au cours duquel les 4 juridictions pénales internationales, que sont la Cour pénale internationale, le tribunal spécial pour le Liban, les chambres spéciales pour le Kosovo et enfin le mécanisme résiduel pour le tribunal de l'ex-Yougoslavie, ces 4 présidents se sont réunis à l'école, à Paris, pour réfléchir aux outils qui pourraient être mis en œuvre pour améliorer l'efficacité de la justice pénale internationale. Ce séminaire a abouti à une déclaration, la déclaration dite de Paris, qui fait 31 propositions d'amélioration, la plupart à droit constant, d'amélioration pour le fonctionnement de ces juridictions internationales, de façon à répondre aux griefs dont elle fait l'objet actuellement. Et l'école est un peu au cœur de ce travail de dialogue institutionnel pour améliorer, encore une fois, l'efficacité de cette justice pénale internationale. Sandrine Lefranc est chargée de recherche CNRS à l'Institut des sciences sociales du politique. Quel est l'apport de la justice pénale pour la paix et la réconciliation? On sort d'une période de 30 années environ où quelque chose a été inventé d'assez considérable, la justice pénale internationale. Consécration de la justice pénale internationale, mais consécration très paradoxale. D'abord parce que la justice pénale internationale, celle qui s'intéresse aux violences politiques, ce que moi en tant que sociologue j'appelle les violences politiques, aux crimes contre l'humanité, elle est toujours prise dans un jeu de négociation politique. Elle a toujours des limites de ce point de vue-là. Elle est aussi toujours suspecte de cibler toujours les mêmes pays et les pays africains. Donc sa légitimité est parfois fragilisée. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de voir qu'elle est aussi paradoxale cette consécration parce que d'autres outils ont été inventés qui justement prétendent faire la paix et réconcilier des sociétés. D'autres outils c'est quoi? C'est l'amnistie. Ce sont une soixantaine de commissions de vérité et de réconciliation, c'est-à-dire des moments où on raconte, où on réécrit l'histoire publique, et c'est encore des réparations aux victimes. Elle est très contestée, donc, la justice pénale internationale, dans sa capacité à faire seule la réconciliation. Et pourtant, en un mot, ce qu'on sait après avoir évalué ces commissions de vérité et de réconciliation, ces amnisties, ces réparations aux victimes, c'est qu'au fond, on constate que seule la justice pénale est capable d'apporter quelque chose après la violence politique qui ressemble à de la paix et de la réconciliation. Les réparations sont toujours contestées, les victimes ne sont pas toujours sûres de les vouloir, les victimes contestent les amnisties et le seul exercice qui parvient à clarifier qui est la victime et qui est le coupable reste la justice pénale internationale ou la justice pénale nationale.